Lecture du CTMU, le principe de superposition étendu. En mécanique quantique, le principe de superposition d'états dynamiques affirme que les états dynamiques possibles d'un système quantifié, comme les ondes en général, peuvent être superposés linéairement et que chaque état dynamique peut être ainsi représenté par un vecteur appartenant à un espace vectoriel abstrait. Le principe de superposition permet de définir des états mixtes, consistant en de nombreux états purs possibles ou des ensembles définis de valeurs de paramètres d'état. Dans une telle superposition, les paramètres d'état peuvent avoir simultanément plusieurs valeurs. Donc il y a des états purs qui sont des états qui déterminent la nature de l'objet dans l'univers, donc qui permettent de déterminer une configuration actuelle de l'univers, qui sont mixés en superposition, en états mixtes, qui comprennent plusieurs états purs possibles. Et donc on a une ontologie d'après la mécanique quantique qui superpose des possibilités qui ensuite peuvent s'actualiser en état pur avec le processus de détermination de la fonction d'onde. Donc le principe de superposition met en évidence certains problèmes de la mécanique quantique. L'un des problèmes est que la mécanique quantique manque d'un modèle convaincant permettant d'interpréter des choses comme des états mixtes. Les ondes seules ne suffisent pas. Un autre problème est que selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, les derniers états d'une paire de particules en interaction sont généralement insuffisants pour déterminer pleinement leur prochain état. Cela soulève bien sûr une question: comment leurs prochains états sont-ils en fait déterminés? Quelle est la source de la mesure supplémentaire décisive de détermination requise pour sélectionner leur prochain événement, effondrer leur fonction d'onde? Donc, puisqu'on a une superposition d'états qui sont ensemble d'états mixtes, qu'est-ce qui permet d'arbitrer sur l'état pur qui va émerger de l'effondrement de la fonction d'onde? Là, on vient en question de Logan. L'univers ne peut pas consister seulement d'une chaîne déterminée d'événements, ne peut pas consister d'événements purement aléatoires, qui contredit qu'il y ait une structure de sens, une structure de l'univers qui détermine avec un sens les éléments dans l'univers. Et donc, il y a cette notion d'autodéterminisme. Et donc là, on approche la théorie quantique et on se dit quelle est cette étape qui permet à l'état mix de faire évoluer l'univers vers une interaction spécifique, ce pont manquant entre cet espace de possibilité et cet espace d'actualité qui, à partir justement d'une superposition de possibilités, aboutit à une seule actualisation. La réponse n'est pas, comme certains pourraient le supposer, l'aléatoire. L'aléatoire équivaut à une causalité ou bien une incompressibilité informationnelle vis-à-vis de tout modèle causal distribué, de tout ingrédient de la syntaxe causale. Ainsi, soit ce n'est pas une explication du tout, soit cela implique l'existence d'une cause dépassant la capacité représentative des lois de causalité distribuées. Mais le premier cas est à la fois absurde et non scientifique, et le second cas exige que l'on tienne compte explicitement d'ordre de causalité plus élevé, plus que ce que l'on peut facilement discerner dans une simple évocation magique de l'aléatoire. L'aléatoire, c'est, comme on m'a dit, c'est la négation de toute structure causale, de toute structure de sens, toute structure de syntaxe structurante de l'univers, ce qui n'est pas scientifique, ce qui revient à nier nos capacités rationnelles. Deuxième possibilité, il y a une causalité, mais qui dépasse nos capacités de comprendre, mais si elle dépasse les capacités d'un sous-système donné au sein de la réalité, donc elle dit il faut élever le discours vers le discours dans lequel les ordres de causalité d'ordre plus élevé sont inclus, et donc avec une capacité représentationnelle de la détermination de l'événement. C'est ce que le CTMU se propose, d'aller au-delà de l'aléatoire, au-delà du donné, et de se poser la question, qu'est-ce qui fait que le système lui-même, le système de l'univers, arrive à se donner une cause pour cet événement, et donc on arrive à l'autodéterminisme de l'univers dans son entier, qui se distribue ensuite dans ses sous-systèmes, et donc aucun événement n'est aléatoire, parce que tout événement hérite de cette autodétermination qui est valide au niveau de l'univers dans son entier. Le principe de superposition, à l'instar d'autres aspects de la mécanique quantique, repose sur l'hypothèse du markovianisme physique. Il fait référence à des états mixtes entre événements adjacents, ignorant la possibilité de relations temporelles extensives non aléatoires, non entièrement attribuables à des lois distribuées. En mettant les événements temporairement éloignés en contact descriptif étendus les uns avec les autres, le principe de superposition étendue permet une rétroaction télique transtemporelle cohérente et joue donc un rôle nécessaire dans l'autoconfiguration cosmique. Parmi les relations déterminantes d'ordre supérieur dans lesquelles des événements et des objets peuvent être ainsi impliqués se trouvent des relations utiles d'état syntaxe appelées télons, des attracteurs téliques capables de guider l'évolution cosmique et biologique. Un processus de Markov est un processus stochastique sans mémoire. En d'autres termes, il s'agit d'un processus
répondant à 2 critères. Les transitions d'état sont contraintes ou influencées par l'état actuel, mais pas par la séquence particulière des étapes menant à l'état actuel. La transition d'état contient un élément de hasard. Les processus physiques sont généralement supposés répondre à ces critères. Les lois de la physique sont définies conformément à 1, et puisqu'elles fonctionnent ultimement au niveau quantique, mais ne déterminent pas totalement les transitions d'état quantique, un élément de hasard est présent superficiellement. C'est dans ce sens que les lois de la physique distribuées peuvent être appelées markoviennes. Cependant, le critère 2 ouvre la possibilité que des influences cachées soient actives. Dans la mécanique quantique, le principe de superposition repose sur une hypothèse de markovianisme dans le sens où il y a une détermination des prochains éléments par les états précédents, mais qui est complétée par un élément d'aléatoire. Cet élément d'aléatoire, ça revient à identifier une structure qui est incomplète, qui doit être étendue jusqu'au niveau où la détermination de l'état peut être déterminée au sein du système. Elle est supportée par le système elle-même. Ce que Lange nous dit, c'est que cet ingrédient qui permet la détermination des états dans le cas des principes de superposition, c'est son principe de superposition étendue qui autorise à l'univers d'avoir des relations temporelles qui sont étendues au cours du temps, qui sont des phrases temporelles au cours d'une séquence d'événements spatio-temporels, une distribution de phrases qui guident la détermination des états purs qui émergent des entités quantiques et qui ne sont pas attribuables à des lois distribuées, des lois générales, des lois universelles, n'importe quelle loi physique est valable généralement, la relativité générale, toutes sortes de lois. Ces lois générales qui sont totalement distribuées ne déterminent pas entièrement l'évolution du système. Il y a d'autres ingrédients, des autres ingrédients qui sont appelés télons, qui guident la configuration d'état syntaxe au cours de l'évolution quantique du système. Et donc ce principe de superposition étendue qui permet cette rétroaction télique, qui est une configuration parallèle des états et des syntaxes, qui peuvent se réaliser au cours de plusieurs événements spatio-temporels, donc trans-temporels. Plusieurs événements pèsent en même temps, donc en même temps que l'événement se détermine, pour avoir des configurations qui seront valables dans le futur, qui participent à la définition de cette rétroaction télique, donc trans-temporelle. Le présent et le passé, c'est valable dans les systèmes de Markov, dans lequel les états déterminent le prochain état, disons, mais trans-temporel, donc avec un élargissement d'où viennent les contributions causales de votre prochain état. Élargissement qui prend la forme de relations utiles. Qu'est-ce qui crée ces relations causales? C'est l'autodéterminisme, qui est basé sur une rétroaction télique, qui est donc basé sur une utilité généralisée du système, qui est optimisée par le système. Et donc ces télons qui guident le système, ils héritent aussi de cette optimisation de l'utilité généralisée. Donc ce sont des relations utiles au système, utiles au niveau cosmique et aussi au niveau biologique, qui est la forme que prend l'intelligence localisée à l'intérieur de l'univers. Donc, à la fois l'évolution cosmique, configuration initiale de l'univers, configuration des lois, donc l'état syntaxe, cet ensemble d'états syntaxe au niveau cosmique, mais également au niveau plus local, donc si on prend le niveau biologique au niveau de la Terre et de l'évolution terrestre, toutes ces déterminations qui ont lieu au-dessus de tous ces systèmes quantiques qui évoluent sont guidées par ces télons qui forment ces relations transtemporelles qui permettent de distribuer les contributions causales à l'intérieur du système. Étant donné que la théorie quantique ne semble pas irrévocablement attachée au markovianisme, pourquoi la possibilité de relations causales d'un source supérieure n'a-t-elle pas été sérieusement envisagée? Une des raisons est la géométrie espace-temps qui semble confiner les objets à des lignes d'univers unidimensionnels dans lesquels leurs événements de transition d'état sont séparés par des segments intermédiaires qui les empêchent de se mélanger de manière globalement significative. Avec l'espace-temps, il y a des événements qui sont séparés au niveau interactif avec ces vitesses de la lumière qui propagent les lignes d'univers dans lesquelles ils peuvent interagir avec d'autres objets. Ça semble fournir une justification physique au markovianisme qui fait que le futur, le passé, sont séparés causalement du prochain état, puisque le prochain état doit être lié à l'objet par sa proximité spatio-temporelle avec l'état précédent de l'objet. Et donc tout le reste des événements ne sont pas impliqués dans la contribution causale au prochain élément. Donc le markovianisme physique considère qu'il y a des états qui vont redéterminer à partir de l'état actuel de votre réseau espace-temps en prochain état sans perturbation par le futur, parce que tous les événements doivent s'intégrer dans cette maille de causalité qui localise les possibilités de contribuer causalement. Si vous êtes des objets qui sont trop loin les uns des autres, il va falloir un temps
Il faut que la fonction d'onde ait le temps de se propager à la vitesse de la lumière jusqu'à se toucher. Donc ils sont vraiment séparés causalement. Et donc il n'y a pas de relation globale, il n'y a pas d'entité globale qui peut se positionner au-dessus de cette séquence pas à pas d'événements. Tous les événements ont l'air d'être isolés. Donc c'est pas quelque chose, une considération qui venait vraiment de la physique quantique, mais c'est une considération qui vient de la géométrie de l'espace-temps qu'on comprend de la relativité générale. C'est pour cette raison que la superposition n'est habituellement appliquée qu'aux transitions d'état individuels, du moins à ceux qui souscrivent à des interprétations conservatrices de la mécanique quantique. La dualité conspansive, qui intègre les composantes topologiques descriptives et constructives filtratives, supprime cette restriction en plaçant les événements de la transition d'état dans un contact descriptif direct. Comme les intervalles géométriques entre les événements sont générés et sélectionnés par un traitement descriptif, ils n'ont plus de force séparative. Cependant, comme les lignes du monde reflètent avec précision les lois distribuées en termes de transition d'état exprimée, elles ne sont pas réduites au statut d'artefacts interpolés sans réalité dynamique, leurs qualités séparatives sont simplement remplacées par la dynamique syntaxique d'état de leur représentation conspansive double. Donc du point de vue topologique et constructif, on construit un réseau d'événements pas à pas, et quand ces événements sont intégrés topologiquement dans le varié de l'univers, dans la maille de réseau d'événements d'univers, il semble qu'il y a cette restriction qui s'impose aux éléments, qui est qu'ils sont causalement indépendants, jusqu'à ce que la géométrie fait qu'ils peuvent réinteragir entre eux selon les lois générales distribuées. Mais les dualités qu'on a vues, qui est que cette intégration topologique des éléments dans l'univers se combine à une intégration descriptive de l'univers des lois distribuées dans ces événements, cette intégration topologique de l'élément dans l'ensemble couplée à une intégration descriptive de l'ensemble dans l'élément, ça positionne cette force séparatrice de la géométrie comme quelque chose qui est dualisé conspansivement à cette vision linguistique, cette vision duale où cette géométrie est décrite à l'intérieur des objets, et donc elle est configurée à l'intérieur. Ce confinement topologique peut être compris de manière descriptive, donc l'ensemble de l'univers qui est en contact dynamique superposé de manière étendue, tous les objets, dont les objets avec leur futur, tout ça c'est en contact, et ensuite les règles de confinement topologique, ce sont un double de la dynamique de l'univers, qui se positionne donc pas comme une force séparatrice absolue, mais plus comme une force séparatrice de circonstances. Une circonstance qui a une force de réalité, une force distribuée, donc une détermination de l'univers comme ayant cette séparation au niveau topologique constructif. Mais puisque cette séparation émerge du double qui est filtratif et descriptif, avec un potentiel, une lumière infinie qui ensuite peut être filtrée jusqu'à cet univers où il y a cette séparation, eh bien les relations temporelles étendues peuvent toujours exister sans être contraintes par cette séparation. Donc la représentation compréhensible double de l'univers permet de comprendre les lois de physique, non pas soumis à un markovianisme, dans lequel tout doit se redéfinir à partir du dernier état de l'univers. Une fonction d'onde doit redéterminer le prochain état par elle-même. Plutôt, l'univers en son entier qui se filtre et qui a des isolations topologiques d'éléments qui sont intégrés dans des prédicats issus d'un prédicat général qui est la téléson bornée. L'aspect aléatoire de la mécanique quantique peut toujours se comprendre comme déterminé par cette relation générale, ce télon, qui extrait des relations utiles de l'évolution de l'univers à mesure qu'il évolue, à mesure qu'il y a ces processus d'expansion interne, de requantisation. Et donc c'est ce que le principe de superposition étendue suppose, la représentation conspansive double, qui permet de mettre en contact tous les éléments qui ne sont pas séparés fondamentalement, mais qui sont juste séparés par la structure que l'ensemble des éléments choisissent d'imposer à eux-mêmes. Et les ensembles d'éléments choisissent d'imposer à eux-mêmes parce qu'ils sont issus d'une seule volonté générale, qui est la volonté de l'opérateur descripteur global, qui se distribue et donc qui crée ce markovianisme qui n'est pas un artefact, mais qui est qu'un aspect de la causalité qui est présente dans l'univers. En élargissant le concept de superposition pour y inclure des relations non triviales d'ordre supérieur, le principe de superposition étendue ouvre la porte au sens et à la conception. Parce qu'il soutient également les relations de distribution entre les états, les événements et les strates syntactiques, il fait de la cosmogonie un événement distribué, cohérent et continu, plutôt qu'un moment passé et abandonné de l'histoire ancienne du cosmos.
En effet, la justification habituelle de la participation d'un observateur, le fait qu'un observateur présent puisse faire s'effondrer perceptionnellement les fonctions d'onde d'événements anciens, émission de photons, peut être considéré comme une conséquence de cette relation logique. Par ce principe de superposition étendue, qui permet à l'univers de poser des relations qui guident l'effondrement des fonctions d'onde selon, non pas de l'aléatoire, isolé à l'intérieur des espaces-temps, qui, comme dans l'ensemble de bulles, détermine pas à pas l'univers de façon plutôt aléatoire. Ici, on a la possibilité qu'on monte à un niveau supérieur de causalité dans lequel l'aspect topologique de l'univers est compris comme dualisé avec un aspect plus fondamental dans lequel l'ensemble des relations état-syntaxe, l'ensemble des sens, l'ensemble des conceptions possibles étaient présentes et ensuite émergent selon la dynamique pas à pas de l'univers, mais avec ces relations qui guident ce que la mécanique quantique, jusqu'à présent, considère être un aspect aléatoire. Ça actualise le passé, ça actualise aussi le futur, dans le sens où le possible est présent actuellement, il est présent même à la genèse de l'univers. L'exemple que Langan prend, c'est le fait que lorsque on observe un photon d'une étoile lointaine, l'événement passé, le potentiel d'émission de photons, qui se connecte à l'événement futur, qui est l'observation présente de ce photon par l'œil d'observateur, qui crée la ligne de monde du photon qui se détermine instantanément d'un événement loin dans le passé jusqu'à un événement présent. Cette rétroaction du besoin, disons, présent de l'opérateur télique, de l'humain qui observe ce photon, jusque dans le passé donc, de cette étoile, est expliquée par cette superposition qui fait que le photon était en superposition étendue avec l'événement futur de l'observateur, et l'observateur est en superposition étendue avec un ensemble de particules ou d'événements anciens qui s'élargissent atemporellement jusqu'à interaction avec donc le nouvel opérateur syntactique, le nouvel opérateur humain qui fait s'effondrer la fonction d'onde du photon et donc qui observe des événements qui doivent être configurés relativement au présent, dans le passé lointain, donc le passé de l'étoile qui émet ce photon. Non seulement l'espace est compris sans force séparative absolue, mais le temps lui-même est compris sans force séparative absolue, puisqu'il y a une contribution de l'ensemble des entités au cours de l'espace-temps de l'univers à la détermination d'une volonté générale de l'univers qui fait émerger cet espace-temps et qui y distribue des télons qui organisent la création, qui organisent le sens qui émerge dans cet univers. Supertautologie. Le CTMU se présente comme une supertautologie, une théorie qui serait consistante, close, exhaustive, avec les trois principes, map, m égale r, mu. Une théorie qui serait un fondement irréfutable, un fondement de la connaissance rationnelle. Voyons ce que Langan spécifie ici dans son principe de supertautologie. La vérité, un prédicat représentant l'inclusion dans un domaine, le domaine du vrai, et la propriété logique en vertu de laquelle une chose peut être identifiée et distinguée d'une autre à n'importe quel niveau de résolution. Toutes les théories visent la vérité et la théorie de la réalité ne fait pas exception. En ce qui concerne la science, il y a un problème avec la vérité. Au-delà de l'observation directe, elle ne peut pas être certifiée par des moyens empiriques. Il faut blâmer diverses formes d'incertitude, l'ambiguïté de la théorie des modèles et le problème de l'induction. Les généralisations scientifiques sont circulaires dans la mesure où elles reposent nécessairement sur l'hypothèse que la nature est uniforme. Le problème de l'induction limite effectivement l'incertitude au raisonnement mathématique. Pour les mathématiques, la définition du vrai est sans ambiguïté puisque les mathématiques définissent explicitement les modèles. La source de la définition du vrai dans ces modèles, c'est une source qui est axiomatique, donc il n'y a pas de problème d'induction. La source est claire. Le problème mathématique peut être bien posé et chaque variable est définie exactement. Dans le cas de la science, il y a les problèmes d'expérimentation. On ne peut pas faire d'expérience sur ce qui est le vrai du fait des problèmes d'incertitude qui viennent au niveau quantique, l'incertitude d'Heisenberg de ne pas connaître l'ensemble des états, des ambiguïtés théorie des modèles, donc plusieurs modèles peuvent correspondre aux mêmes observations. Et le problème d'induction, c'est le problème qui est que c'est pas parce qu'une relation scientifique est vraie dans un contexte donné qu'elle sera vraie au prochain temps dans un autre contexte. On suppose que la réalité est uniforme, que les modèles scientifiques vont se réappliquer, mais dans l'absolu, on n'a pas de moyen avec les moyens empiriques de tester l'uniformité de l'univers. Le domaine scientifique ne reste pas dans le domaine du vrai, mais dans le domaine du falsifiable. Les théories sont falsifiables, jusqu'ici elles sont restées vraies, et donc on suppose qu'on peut les utiliser comme théorie valide de la science, jusqu'à preuve du contraire. Donc
le domaine du vrai devient un domaine qui n'existe plus épistémologiquement en dehors de ces conditions mathématiques dans lesquelles on peut définir exactement ce qu'est le vrai, la source du vrai et la manière de manipuler le vrai. Seuls ces modèles mathématiques reçoivent le vrai. Le reste de l'univers recevrait une vérité scientifique qui est une vérité de moindre certitude. Donc pas une vérité au sens le plus pur, le plus absolu du terme. Cela n'est guère surprenant car la vérité est finalement un concept mathématique. En logique, la vérité est définie au moyen d'expressions toujours vraies, appelées tautologies. Une tautologie logique possède trois propriétés distinctives. Elle est descriptivement universelle, elle est fermée par une autocomposition récursive, et elle est consistante intérieurement et extérieurement au niveau de référence syntactique et sémantique. Puisque la logique est la théorie de la vérité, la façon de construire une théorie entièrement vérifiable consiste à commencer par la logique et à développer la théorie au moyen de règles ou de principes sous lesquels la vérité peut être héritée, conservée. La vérité étant synonyme de tautologie logique, cela signifie développer la théorie en joignant des règles qui ont en elles-mêmes une structure tautologique, c'est-à-dire universelle, fermée et consistante, et en extrayant logiquement les applications. Une théorie de la réalité construite de telle manière s'appelle une supertautologie. Dans une théorie supertautologique de la réalité, il est inutile de supposer l'uniformité de la nature en ce qui concerne certains types de généralisations. Au lieu de ça, de telles généralisations peuvent être déduites mathématiquement. Par exemple, la covariance nomologique, l'invariance du taux d'auto-traitement global, invariance C, et l'apparente accélération de l'expansion de l'univers du point de vue interne du système. Donc, la logique, c'est le domaine dans lequel se définit le vrai. Ce qui est vrai se définit dans le langage de quoi? De la logique, où il y a vrai, faux, etc. Donc les tautologies qui sont ces structures logiques qui sont vraies quoi que soient les valeurs à l'intérieur de ces tautologies, par exemple la tautologie X ou non X, c'est vrai quoi que soit X. Donc quoi que soit l'expérience qu'on découvre de ce qu'est X, si X est vrai ou faux, X ou non X reste vrai. Donc X ou non X, ça devient une structure absolument vraie de vérité qui est définie au sein du domaine du langage de division qui est le langage de la logique, le langage dans lequel se définit la vérité. Donc en tant que définition rationnelle de ce qu'est la réalité, si on veut une définition vraie de ce qu'est la réalité, il faut définir quelque chose dans lequel la logique s'applique et permet de définir à chaque étape ce qu'on désigne, ce qu'on identifie, reste quelque chose de vrai au sens de cette logique. Et donc, si on veut définir une théorie de la réalité qui est universelle, distribuée, vraiment une théorie du tout dans le sens logique de la théorie du tout, eh bien, il faut que ce soit quelque chose qui prenne une forme tautologique, non pas une tautologie sententielle comme X non X, mais une tautologie qui prend les propriétés de ces tautologies de la logique propositionnelle, et qu'elles sont universelles, fermées, récursives, on peut appliquer la tautologie dans la tautologie, consistantes entre elles, donc toutes les tautologies de la logique propositionnelle vont être consistantes entre elles, elles vont s'appliquer universellement, quoi que soient les situations, si vous la mettez à l'intérieur d'une autre tautologie, ou si vous mettez n'importe quoi à l'intérieur de cette, remplacer X par n'importe quoi à l'intérieur de votre expression tautologique, vous pouvez prendre votre tautologie de la logique propositionnelle et l'appliquer à tout autre contenu logique, soit en tant que variable, soit en tant que fonction de ces variables propositionnelles. Ces propriétés qui forment une espèce de cœur du vrai, cœur de la rationalité, de la recherche humaine de ce qu'est le vrai, ou de la définition au niveau cosmique de ce qu'est le vrai, prend cette structure universelle, fermée, consistante. Et ce que Langren nous dit, c'est qu'il faut rétablir notre théorie de la réalité, notre théorie physique, notre théorie cosmique, notre théorie mécanique quantique doit être intégrée dans une théorie qui prend cette forme super tautologique, c'est-à-dire qui a les mêmes propriétés que les tautologies, qui est donc permis au sens de map, ce principe d'autologie métaphysique, qui assure qu'il y a un espèce de principe de relativité générale où toutes les définitions retombent à l'intérieur de la réalité. Ce map, cette consistance avec l'unité multiplexe qui fait qu'il y a une consistance de la réalité qui est établie avec les deux étapes de la conspansion, qui est l'expansion interne et la recrotisation, qui forme un état d'inclusion topologique de l'univers dans lui-même et d'inclusion descriptive de la syntaxe globale à l'intérieur des éléments, ce qui fait une sorte d'ensemble contenu à l'intérieur de lui-même, qui fait qu'il assure sa consistance globale. Tout est défini à l'intérieur de lui-même, donc fermé, consistant, une évolution qui reprend en compte l'ensemble des éléments qui définissent le vrai à l'intérieur de l'univers, avec des flux croisés de redéfinition de la syntaxe globale qui se réapplique ensuite sur les événements, qui incluent les événements comme instance particulière de cette syntaxe globale, donc inclusion du contenu dans la syntaxe et inclusion de la syntaxe dans le contenu par ensuite cette redéfinition des espaces d'expansion interne qui crée cette coinversion, qui crée cette description distribuée de l'ensemble de la syntaxe globale à l'intérieur des entités. Donc cette
consistance d'évolution fermée, universelle avec le principe de M égale R, mind égale réalité, l'esprit égale réalité, donc la cognitivation générale de la réalité qui fait que la théorie de la réalité devient quelque chose qui est modélisé à l'intérieur de la réalité, qui assure que le quantum de base de la réalité ce soit une cognitivation. Et donc, la théorie de la réalité qui est la structure cognitive de l'ensemble devient apparente à l'intérieur de l'univers par une identification cognitive de ce qu'est cette théorie. Donc il y a une intégration de la théorie à l'intérieur de cette théorie, à l'intérieur des théoristes, universelle puisque elle s'applique à l'ensemble du système, avec une homogénéité du système sous forme d'opérateurs syntactiques, où l'ensemble des éléments du système, ce sont des stratifications d'opérateurs syntactiques qui réalisent des opérations cognitives, donc mentales, d'identification du contenu de l'univers. Ce qui fait qu'il y a une universalité de cette théorie, où chaque composant de l'univers devient une composante de cette théorie universelle, de cette supertautologie, qui devient juste une image locale de cette théorie qui oscille entre local et global. Donc, ces principes qui s'appliquent au niveau de la réalité en général créent une théorie de la réalité qui contient la théorie quantique, puisqu'il y a des syntacteurs qui peuvent évoluer sur le syntaxe et des télons qui appliquent des relations entre les opérateurs qui sont en superposition étendue. Donc, il y a cette mécanique quantique qui est inclue dans le système. Il y a également cette relativité générale qui est inclue avec l'autotraitement du système qui est à la fois géométrique et logique, avec cette dualité conspensive entre le contenu topologique et la propagation, disons, des ressources descriptives linguistiques à travers une géométrie interne, qui fait qu'il y a un taux d'autotraitement, puisqu'il y a une évolution du système avec un autotraitement géométrique du système. Ces théories scientifiques, mécanique quantique et relativité générale, qui sont des lois d'évolution du système, deviennent en fait des reflets de cette supertautologie, d'une structure tautologique de la réalité. Et donc, la vérité dans son ensemble peut contenir une base de vérité absolue, puisque la vérité se distribue au sein de cette supertautologie qui garantit que le système dans son ensemble conserve la structure du vrai. Et donc, le vrai se répand à l'intérieur de l'objet d'étude, à l'intérieur de l'univers. Et les conditions pour lesquelles l'univers accepte le vrai, ça devient des conditions qui sont irréfutables pour la rationalité, tout comme Kant a les conditions générales de la pensée humaine. Ici, Langan, il étend ça et il dit, ça c'est les conditions du vrai dans l'univers dans son ensemble, les conditions de l'existence de l'univers, les conditions de la détermination de l'univers par l'univers. Il identifie la structure du vrai comme cette structure tautologique, et ensuite la structure rationnelle de l'univers dans son ensemble par cette structure supertautologique. Et donc quand vous voulez parler de vrai, vous êtes obligé d'accepter que la vérité se distribue dans votre univers. Donc vous ne pouvez pas juste supposer l'induction en l'air avec une sorte de glue magique, mais on doit accepter la structure par laquelle la réalité intègre cette structure de vérité à l'intérieur d'elle-même. Donc rationnellement, on accepte des composantes comme la covariance nomologique, puisqu'il y a cette forme universellement distribuée de syntaxe qui est la syntaxe globale. Donc il y a une covariance nomologique. La relativité générale devient quelque chose qui se distribue a priori par cette distribution de la syntaxe globale à l'intérieur du système. Ensuite, l'évolution du système, qui est cet autotraitement du système. Le système évolue par une optimisation de son utilité, donc il y a une évolution du système par rapport, donc il y a un traitement du système, et donc il y a cet autotraitement, ce taux de traitement global qui devient clé pour la mériologie du système. Comment le local contient le global, comment le global se projette dans le local. Il y a cette notion d'autotraitement qui fait que la vitesse de la lumière qui est déduite empiriquement, disons, en sciences classiques, Langan nous dit on peut identifier ça comme le taux d'autotraitement global de notre système supertautologique, qui est le système dans lequel nous étudions le vrai, et ce qui est vrai dans le système. Et l'expansion de l'univers aussi devient cette vision conspensive duale du rééchelonnage des objets internes à l'intérieur de leur géométrie au cours d'évolution du système, qui fait qu'il y a cette réduction de la taille du contenu relativement à l'univers global, puisque l'univers global n'a pas de contenu dans lequel s'étendre. Donc ces points-là deviennent des conséquences de la supertautologie qui est la seule manière par laquelle Langan pense qu'on peut étudier le vrai. C'est-à-dire que toute philosophie ou toute science qui ne repose pas sur une supertautologie ne se repose pas sur les conditions par lesquelles la vérité peut exister ou par lesquelles l'esprit peut rationnellement étudier la vérité. Donc encore une fois, c'est une condition pas simplement de connaissance pour l'homme, mais une condition à la fois d'existence et de connaissance qui devient couplée dans le CTMU puisque l'épistémologie et cosmologie devient couplée. Donc cette condition d'identification, l'identification qui est à la fois l'état, l'ontologie, donc l'état qui a une syntaxe particulière, qui a un paramètre particulier, et l'identification par un opérateur, donc c'est plus ça le quantum dans la philosophie de Langan. Toutes les identifications
sont fondées sur une super tautologie. Et donc, quand on veut identifier n'importe quoi dans la réalité, quand tu veux cognitiver, parler de n'importe quoi, conceptuer sur n'importe quoi, eh ben, on admet la super tautologie comme cette structure qui permet d'identifier le vrai. Sans ça, la vérité n'a pas de domaine dans lequel se propager, se conserver, être universelle, être fermée sur elle-même. Et donc, ces conditions que Langan exhibe, il considère ça comme des vérités super tautologiques, ce qui ferait de CTMU une structure absolument particulière, car c'est la logique appliquée à la théorie de la réalité qui fait que dès qu'on voudra parler de la réalité, en théorie, on parlera selon les lois et les conséquences exhibées par le CTMU.